L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui ouvre de nouveau ses portes. Dans ce journal, vous aurez les réactions de quelques visiteurs après la première journée. Le gouvernement du Bénin a annoncé l'organisation d'un examen national qui va bientôt permettre la certification des diplômes des apprentissages traditionnels. C'est l'une des réformes dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Et puis en interactualité, de fortes pluies au Soudan ont provoqué des inondations qui ont fait mardi au moins 7 morts dans le sud du pays. Plusieurs autres du Soudan ont été affectés par les fortes pluies ces derniers jours. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du 13h sur Speedline Télévision. L'Union progressiste a un nouveau bureau politique. Bruno Amoussou cède son fauteuil à Joseph Diogbenou. Mariam Tchabi-Tahata devient la première vice-présidente de cette formation et Gérard Gbenochi, le deuxième vice-président. Une nouvelle ascension politique pour Joseph Diogbenou qui a récemment démissionné de la Cour constitutionnelle en tant que président. On souhaite donc bon vent donc à Joseph Diogbenou. Autre information dans cette édition, nous parlons à présent de l'exposition des œuvres d'art au Palais de la Marina et qui est donc ouverte à nouveau au public. Et vous allez voir, les visiteurs sont toujours autant émerveillés. Suivons la réaction de quelques visiteurs après la première journée de cette réouverture. On a toujours notre exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Un premier espace dédié aux 26 trésors royaux qui nous ont été restitués par la France. Et le second espace qui est en dialogue avec le passé, dédié à l'art contemporain où nous avons réuni 34 artistes pour les 106 œuvres qui y sont présentées. Donc bien évidemment, rien n'a changé à ce niveau-là. Les œuvres sont toujours les mêmes, les artistes sont les mêmes, mais c'est plutôt le mécanisme d'accès maintenant pour permettre, comme je le disais tantôt, une expérience visiteur de qualité. Éviter donc qu'il y ait trop de monde à la fois pour qu'on ait des petits groupes dédiés, que nos médiateurs puissent les prendre et les accompagner. Donc ici c'est le tolaire qu'elle a réalisé avec une matière. Dans mon cahier, je note le nom des œuvres qu'on a pu visiter jusque-là. J'ai montré la capture d'écran qui montre effectivement que j'ai fait la réservation pour 10 heures. Donc j'ai eu assez avec mon garçon pour pouvoir faire l'entrée et visiter. La réouverture va faire découvrir notre pays, surtout aux vacanciers qui vont venir de loin. J'ai la chance de pouvoir voir la réouverture parce que je repars ce soir sur Paris et j'en suis très très heureux. Eh bien, je trouve ça très émouvant de voir des œuvres en vrai en fait. C'est-à-dire les voir en photo c'est une chose, mais les voir réellement c'est vraiment émouvant. Et ce journal se poursuit. Réforme dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Le gouvernement a annoncé l'organisation d'un examen national qui va bientôt permettre la certification des diplômes des apprentissages traditionnels. La Chambre des métiers sera également impliquée dans le processus. Autant de réformes pour donner de la valeur au monde des artisans. Impression et analyse des acteurs dans cet élément plutôt de Romaric Dossa et Pierre Akako. Dans le secteur de l'artisanat, l'État béninois va bientôt reconnaître les diplômes d'apprentissage traditionnel. À cet effet, il décide de l'organisation d'un examen pour certifier ces diplômes des artisans. Pour la mise en œuvre pérenne de cette réforme, le Conseil a indiqué qu'un groupe de travail a été commis pour proposer des idées. Les réflexions du groupe ont abouti à plusieurs propositions, dont l'implication de la direction des examens et concours pour prendre en charge la partie technique du CQM.
Parmi les propositions effectuées figure également l'introduction progressive de l'alphabétisation fonctionnelle et du numérique dans les dispositifs de certification professionnelle par apprentissage. L'implication de la Chambre des métiers est également l'une des réformes salutaires dans le secteur de l'artisanat. Cette chambre sera également impliquée dans l'organisation du CQM. Au total, 5 propositions ont été faites. Outre les 3 précédemment évoquées, s'ajoute l'institutionnalisation de l'attestation de qualification professionnelle AQT et la prise en compte du dispositif de validation des acquis de l'expérience de certification. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce jeudi au lancement officiel de l'évaluation du système de protection sociale lié au VIH au Bénin. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs et également des partenaires techniques dans le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida. C'est le directeur adjoint de cabinet du dit ministère qui a lancé les opérations. Le point avec Romaric Dossa et Pierre Akako. C'est un geste qui marque le début de leur mission. Ces consultants ont pour tâche d'évaluer le système de protection sociale lié au VIH-Sida au Bénin. Il s'agit pour eux d'appréhender les principaux obstacles que les personnes vivant avec le VIH rencontrent dans leur accès aux services et prestations de protection sociale au Bénin. L'épidémie du VIH-Sida constitue encore et toujours un problème de santé publique, malgré les multiples efforts réalisés dans la lutte contre la maladie. Au nombre de ces efforts, on peut citer l'avènement des multithérapies antirétrovirales efficaces qui a permis une maîtrise relative des conséquences sanitaires de la pandémie. En dépit de la stabilisation de la prévalence du VIH au niveau national à 1,2%, les statistiques désagrégées par sexe révèlent une tendance à la féminisation de l'infection avec un taux de 1,3% chez la femme contre 0,8% chez l'homme. Ces chiffres sont encore plus alarmants quand on prend en compte d'autres critères liés à l'âge ou aux catégories sociales vulnérables dans la désagrégation. Aux consultants, je nous invite, au regard de l'importance de cette étude, à nous mettre ensemble pour la réussite de la mission. Mais avant le démarrage des études, les responsables pays du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida font le point des travaux antérieurs réalisés sur la population béninoise. Dans leur rapport, les défis sont énormes.
Doit-on le rappeler, au Bénin, la prévalence du VIH, selon les données d'estimation et de projection du Spectrum en 2021, est de 0,8%. En dépit des efforts consentis par le gouvernement, 1600 décès sont encore enregistrés chaque année dans cette frange de la population. Soit, tenez-vous bien, plus de 4 personnes avant la fin de cette journée vont décéder du VIH au Bénin. Elles vont décéder non pas par manque de traitements antirétroviraux, car le gouvernement fait assez d'efforts pour mettre à disposition ces médicaments au Bénin, mais plutôt faute d'accompagnement social adéquat, ce qui les contraint dans un retranchement et une misère d'où ils finissent par succomber. Et pourtant, il existe un bon nombre de mesures de protection sociale destinées aux plus vulnérables auxquelles ces personnes peinent à accéder. Plusieurs semaines durant, les membres du comité de pilotage se sont attelés à améliorer la qualité du protocole proposé par les consultants dans le cadre de la réalisation de la présente étude. Il me plaît donc d'adresser aux membres du comité de pilotage mes sincères remerciements pour leur disponibilité et leur engagement à œuvrer à ce que notre pays dispose d'un document de qualité. De manière spécifique, cet atelier permettra de présenter aux participants la démarche méthodologique, les rôles et responsabilités des différents acteurs du processus. Ceci pour une bonne collecte des données. Dans le cadre d'un plan de restitution du système touristique béninois, les autorités gouvernementales ont mis en place un projet de formation des professionnels du secteur afin d'y apporter plus de qualité. Ce jeudi, il a été procédé au lancement officiel de la plateforme de recrutement de 700 professionnels qui bénéficieront d'un programme de renforcement de capacités dans les domaines du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Cette cérémonie de lancement a été présidée par les ministres Jean-Michel Abimbola du Tourisme et Yves Kouaro-Chabi des enseignements secondaires, formation technique et professionnelle. Reportage. Le gouvernement du président Patrice Talon vient de franchir un nouveau pas dans le processus de professionnalisation du secteur touristique. À la suite des 54 guides touristiques en formation depuis le 30 mai, les ministres Jean-Michel Abimbola et Yves Kouaro-Chabi ont officiellement lancé la plateforme de recrutement de 700 professionnels en cours d'emploi du secteur du tourisme. Ce programme entre en ligne droite des actions prévues dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 à travers la stratégique 4 qui vise en son point 6 à faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Nous allons former 700 agents dans 3 régions. Nous allons former un lot à Cotonou, 300 agents qui représentent 50% des 700. Sur la plateforme Boycon à Boumé, nous allons former 200 agents. Et sur Parakou, nous allons former bien sûr 150 agents. Les 200 agents représentent, pour tout profil confondu, représentent 29% et les 150 représentent 21%. Le Bénin a décidé de prendre les meilleurs désormais. On ne va pas prendre des gens qui sont spécialisés seulement pour donner une formation de basse qualité aux Africains. On va chercher les meilleurs pour être au diapason. Je voudrais donc vous dire que les 700 seront retenus sur l'ensemble du territoire national. C'est le lieu également de remercier les différents organes de suivi technique et de pilotage, ainsi que le cabinet dont je viens de parler. L'activité qui nous réunit, vous le savez, et qui est la suite logique du processus en cours, vise à procéder donc à une validation d'étapes, mais surtout au lancement officiel de l'appel à candidature. Pour une meilleure gestion de la sélection dans une transparence totale, il a rassuré l'assistance qu'une plateforme a été conçue sur la base des critères et des profils d'entrée bien définis. Les professionnels candidats à ce recrutement devront juste se rendre sur le site www.servicepublic.bj et suivre les instructions. Je peux vous assurer que tout est digitalisé. Il n'y a pas d'intervention humaine. Il n'y aura pas de fraude. Je n'ai aucun membre de ma famille ni de mon parti politique sélectionné dans les 54 guides. Hélas pour eux.
et je ne pense pas non plus en avoir cette fois-ci. Donc c'est pour vous dire que chacun a sa chance pour autant qu'il corresponde évidemment au profil recherché. Je voudrais enfin vous exhorter, vous les professionnels, à permettre que vos employés puissent participer à cela, parce que pendant qu'ils sont en formation 3 jours, 5 jours, 10 jours, vous êtes supposés continuer de les payer. Donc il ne faut pas les licencier pendant ce temps-là, puisqu'ils reviendront chez vous pour améliorer votre qualité de service. La formation qui sera organisée de mi-septembre à novembre 2022 dans les communes de Cotonou, Abomey et Parakou s'articule autour de 4 modules spécifiques, à savoir l'hygiène et sécurité alimentaire, technique d'accueil et qualité de service, promotion et commercialisation des produits touristiques et patrimoine, histoire et culture du Bénin. Elle sera assurée par 21 formateurs chevronnés. Hors des frontières béninoises à présent, rendons-nous au Soudan. De fortes pluies au Soudan ont provoqué des inondations qui ont fait mardi au moins 7 morts dans le sud du pays. Plusieurs zones du Soudan ont été affectées par les fortes pluies ces derniers jours, dont certains quartiers de la capitale où des centaines d'habitations ont été détruites. Des pluies torrentielles dans la région du Darfour au Soudan ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Ces inondations ont aussi causé des dégâts matériels. Selon une ONG qui opère sur place, au moins 100 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement endommagées dans des camps de déplacés. Selon l'ONU, depuis le début de la saison des pluies, qui dure de juin à septembre, plus de 6000 personnes auraient été affectées par ces inondations, principalement dans le sud du pays. Le Soudan connaît des précipitations supérieures à la moyenne depuis quelques années, une situation qui augmente le nombre de réfugiés climatiques et qui a un impact sur la situation sanitaire et agricole dans certaines régions. Au Tchad, alors que le président tchadien venait d'annoncer un calendrier pour le dialogue national de paix destiné à ouvrir la voie aux élections, près de la moitié des groupes rebelles ont décidé de quitter la table de négociation avec le gouvernement militaire samedi dernier, l'accusant de chercher à déstabiliser les efforts de paix. Près de la moitié des groupes rebelles a annoncé se retirer des pourparlers entamés à Doha avec le gouvernement tchadien, accusant les autorités tchadiennes de harcèlement, d'intimidation, de menaces et de désinformation. Ils estiment que le gouvernement du président Mahamat Idriss Déby Itno cherche à déstabiliser les efforts de paix menés depuis plusieurs mois avec le médiateur qatari. Leur retrait intervient au lendemain de l'annonce du report du dialogue de réconciliation nationale au 20 août. Affirmant ne pas avoir été consultés pour ce report, les groupes armés y voient une tentative d'exclusion. Afin de pouvoir reprendre toute négociation, ils exigent la mise en place de conditions saines. Du côté des autorités tchadiennes, le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala a confirmé la date du 20 août pour le dialogue national, qui se tiendra avec ou sans les groupes rebelles réfractaires, pour ensuite aboutir sur l'organisation de nouvelles élections. Après le Niger, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu s'est rendu ce samedi 16 juillet 2022 en Côte d'Ivoire où il a rencontré le président Alassane Ouattara et son homologue de la Défense. La Côte d'Ivoire abrite une base militaire française ainsi que l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est donc un partenaire important pour l'action dans le Sahel, notamment dans la révision du dispositif militaire français et le retrait de la force Barkhane au Mali. Reportage. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu samedi le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Les deux hommes ont abordé le sujet de la coopération militaire entre les deux pays, qui a entre autres entraîné la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près de la capitale l'an dernier. Le séjour éclair du ministre français s'est achevé par la visite de la base militaire française de Port-Bouët, qui compte près d'1 millier de soldats. Annoncé il y a quelques jours par le président français Emmanuel Macron, Paris souhaite redéfinir d'ici l'automne sa stratégie militaire dans le Sahel, en plaçant ses troupes en soutien sous les ordres des armées africaines et en menant des opérations plus coopératives. La France est militairement engagée dans le pays depuis 20 ans avec l'opération Licorne, visant à protéger les étrangers présents dans le pays.
Au Cameroun, à présent, l'armée tue un chef séparatiste dans le Lébialem. C'est un mouvement du bataillon d'intervention rapide vendredi sur le carrefour de Kumba qui va attirer en quelques minutes simplement, un millier de personnes. Le corps du chef séparatiste surnommé Fiel Marshal J dans un véhicule avait avant d'être exposé devant une foule impressionnante. Reportage. C'est dans ce véhicule que gît le corps du chef séparatiste surnommé Fiel Marshal, qui sera par la suite exposé devant une foule impressionnante. L'infortuné, recherché pour ses exactions envers des militaires, des autorités, des habitants dans le département du Lébialem, région du sud-ouest, a été tué au cours d'un raid de l'armée camerounaise dans son camp. Ce dernier, pendant des mois, a donné du fil à retordre à l'armée. Une victoire militaire qui, selon les autorités, démontre le changement radical du rapport de force envers cet ennemi asymétrique dans la guerre. Si nous avons les derniers comme ceci, qui viennent d'être pris, soyez-en rassurés, il reste nos petits, il reste Kenkobo. Ceux-là aussi, dans un avenir très proche, je peux vous en rassurer, en tant que représentant du chef de l'État, de tous les ministres, du Premier ministre ici dans le département, que tous ceux-là seront neutralisés un par un. Les populations se disent soulagées et peuvent rentrer car pendant longtemps, elles ont vécu l'enfer. Enfin un peu de paix, oui. Cette personne qui a été tuée nous faisait peur. Il nous a beaucoup terrorisés ici la nuit quand il venait attaquer et tirer des coups de feu. On remercie cette armée de nous avoir ramené un peu de paix. La preuve, depuis quelques mois, de jour comme de nuit, la vie reprend son droit de cité. Ici, les habitants sont retournés chez eux et à leurs affaires. Alors que le corps du leader séparatiste et anglophone Fiel Marshal a été exposé ce jour à Kumba, la vie normale a quant à elle repris son cours depuis des mois dans la plus importante ville anglophone du sud-ouest Cameroun. Mais cependant, préviennent les spécialistes, sa mort ne signifie pas la fin du conflit. Mais pour cet analyste, il ne faut pas vite crier victoire, car cette mort ne ramènera pas la sécurité totalement. Il faudra dialoguer. La seule solution pour une sortie de crise n'est pas de tuer ces garçons. La solution, c'est de s'asseoir et de discuter, parler à la même table. Mais la mort de Fiel Marshal ne va pas changer la situation, parce que les Amba Boys sont très déterminés pour cette bataille depuis 2016 jusqu'à maintenant. Ça va faire 6 ans en novembre 2022. À rappel, selon le Norwegian Refugee Council, NRC, cette guerre anglophone qui fait partie des crises les plus négligées au monde a mis sur la route du Nigeria voisin plus de 60 000 réfugiés et fait plus de 700 000 déplacés internes. En Afrique du Sud, les familles réclament justice pour leurs proches tués lors de la fusillade dans un bar de Soweto. Elles se sont exprimées lors de l'hommage organisé jeudi difficile pour ces Sud-Africains de contenir leurs émotions. 5 suspects sont recherchés par la police. La déclaration faite lundi par le ministre de la Sûreté et de la Sécurité, les autorités sud-africaines promettent donc en effet de sévier très fort. Reportage. Il était difficile pour ces Sud-Africains de contenir leurs émotions à Soweto jeudi sous cette tente. L'événement auquel ils participaient avait en effet un caractère triste. L'hommage aux 16 personnes tuées dimanche lors d'une fusillade dans un bar. Les proches des victimes inconsolables ont réclamé justice. Combien d'autres vies devons-nous perdre ? C'est mon frère, il avait des enfants et une femme. Sa famille n'a personne d'autre sur qui compter. Nous demandons au gouvernement de trouver les responsables de la fusillade avant d'organiser les funérailles de notre frère. Le ministre sud-africain de la police a déclaré lundi que 5 suspects étaient recherchés. Les autorités promettent donc de sévir. Les dirigeants qui sont ici ont entendu tout ce que vous avez dit. Ils ont entendu vos souffrances. Ils doivent s'assurer que ceux qui sont impliqués dans cette fusillade doivent être punis. Ils doivent être punis. Le drame a relancé la question de la circulation des armes à feu illégales. Une lutte qui est loin d'être gagnée d'avance. Les armes provenant souvent de la contrebande et même des entrepôts de l'armée sud-africaine, selon les autorités.
En Ukraine, à présent, on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Coup de tonnerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé son procureur général et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit de l'envahisseur russe. Reportage. La trêve aura été de courte durée. Après une pause opérationnelle de 8 jours, la Russie reprend ses bombardements sur les infrastructures civiles et habitations ukrainiennes. Ce dimanche, Bakhmout et Toretsk, 2 villes du district de Donetsk toujours sous contrôle ukrainien, ont été visées. Plusieurs maisons ont été détruites, 6 personnes, dont 3 enfants, grièvement blessés. À Kiev, Volodymyr Zelensky surprend en limogeant la procureure générale Irina Venediktova et le chef des services de sécurité Ivan Bakanov. 2 personnes clés pour les enquêtes sur les crimes de guerre commis par l'armée russe. Le président ukrainien les soupçonne de tolérer la collaboration de nombreux membres de leurs agences avec Moscou. Plus de 60 employés du bureau du procureur et des services de sécurité sont restés dans les territoires occupés, travaillant contre notre État. Un tel éventail de crimes contre notre sécurité nationale, ainsi que les liens enregistrés entre les forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux russes, soulèvent de très graves questions sur leurs dirigeants respectifs. Alors que les Russes tentent de s'emparer des dernières poches de résistance de Donetsk, plusieurs localités mettent en place des opérations d'évacuation. Même si les combats s'arrêtent là où ils se déroulent maintenant et que la ligne de front ne bouge pas, il sera très difficile de survivre ici en hiver. Jusque-là épargnés par les bombardements, les habitants de Pokrovsk payent pourtant déjà un lourd tribut à la guerre, avec la mort de leurs proches qui prenaient part au combat à quelques kilomètres de là. L'Italie est au bord d'un chaos politique. Le Premier ministre Mario Draghi a présenté sa démission ce jeudi après le refus du mouvement 5 étoiles de participer à un vote de confiance. Mais le président Sergio Mattarella a refusé cette démission. La majorité d'unité nationale qui a soutenu le gouvernement depuis sa création n'existe plus. Le pacte de confiance fondant l'action de ce gouvernement a disparu. La coalition soutenant Mario Draghi rassemblait jusqu'ici toute force politique représentée par le Parlement. Reportage. Il n'a pas résisté à l'effritement de sa coalition. Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé présenter sa démission ce jeudi soir, après la décision du mouvement 5 étoiles de boycotter un vote de confiance au Sénat plus tôt dans la journée. Mario Draghi disposait d'une majorité pour gouverner, même sans le soutien du mouvement 5 étoiles. Mais l'ancien président de la Banque centrale européenne avait affirmé par le passé qu'il n'y aurait pas de gouvernement d'unité nationale sans eux. Le M5S a refusé de voter la confiance sur un texte destiné à faire face à l'inflation car l'une des mesures prévoit la construction d'un incinérateur d'ordures à Rome. Mario Draghi avait pris la tête du gouvernement italien en février 2021 avec l'objectif de constituer une coalition d'unité nationale pour tenter de surmonter l'urgence pandémique et la crise économique. Mais sans le soutien du mouvement 5 étoiles, Mario Draghi considère que son gouvernement devient politique et qu'il n'a pas été mandaté pour cela. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, également sur le www.speedlinetv.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.